En effet, les affections actives sont les seules à remplir réellement et positivement le pouvoir d'être affecté. La puissance d'agir à elle seule est identique au pouvoir d'être affecté tout entier. La puissance d'agir à elle seule exprime l'essence et les affections actives, elle seule affirme l'essence. Dans le mode existant, l'essence ne fait qu'un avec la puissance d'agir. La puissance d'agir ne fait qu'un avec le pouvoir d'être affecté. On voit se concilier chez Spinoza deux inspirations fondamentales. D'après l'inspiration physique, un pouvoir d'être affecté reste constant pour une même essence, qu'il soit rempli par des affections actives ou des affections passives. Le mode est donc toujours aussi parfait qu'il peut être. Mais d'après l'inspiration éthique, le pouvoir d'être affecté n'est constant que dans des limites extrêmes. Tant qu'il est rempli par des affections passives, il est réduit à son minimum. Nous restons alors imparfaits et impuissants. Nous sommes en quelque sorte séparés de notre essence ou de notre degré de puissance, séparés de ce que nous pouvons. Il est bien vrai que le mode existant est toujours aussi parfait qu'il peut l'être, mais seulement en fonction des affections qui appartiennent actuellement à son essence. Il est bien vrai que les affections passives que nous éprouvons remplissent notre pouvoir d'être affecté, mais elles l'ont d'abord réduit à son minimum. Elles nous ont d'abord séparés de ce que nous pouvions puissance d'agir. Les variations expressives du mode fini ne consistent donc pas seulement en variations mécaniques des affections éprouvées, elles consistent encore en variations dynamiques du pouvoir d'être affecté et en variations métaphysiques de l'essence elle-même. Tant que le mode existe, son essence même est susceptible de varier suivant les affections qui lui appartiennent à tel moment. D'où l'importance de la question éthique. Nous ne savons même pas ce que peut un corps, dit Spinoza. C'est-à-dire, nous ne savons même pas de quelle affection nous sommes capables, ni jusqu'où va notre puissance. Comment pourrions-nous le savoir à l'avance ? Dès le début de notre existence, nous sommes nécessairement remplis d'affections passives. Le mode fini naît dans des conditions telles qu'à l'avance il est séparé de son essence, de son degré de puissance, séparé de ce qu'il peut, de sa puissance d'agir. La puissance d'agir, nous pouvons savoir par raisonnement quelle est la seule expression de notre essence, la seule affirmation de notre pouvoir d'être affecté, mais ce savoir reste abstrait. Nous ne savons pas quelle est cette puissance d'agir, ni comment l'acquérir ou la retrouver. Et sans doute ne le saurons-nous jamais si nous ne tentons pas concrètement de devenir actifs. L'éthique se termine sur le rappel suivant. La plupart des hommes ne se sentent exister que quand ils pâtissent. Ils ne supportent l'existence qu'en pâtissant. Sitôt qu'ils cessent de pâtir, l'ignorance cesse en même temps d'être. Leibniz prit l'habitude de caractériser le système de Spinoza par l'impuissance où les créatures se trouveraient réduites. La théorie des modes ne serait qu'un moyen de retirer aux créatures toute activité, tout dynamisme, toute individualité, toute réalité authentique. Les modes seraient seulement des fantasmes, des fantômes, des projections fantastiques d'une substance unique. Et de ce caractère présenté comme critère, Leibniz sert pour interpréter d'autres philosophies, pour y dénoncer soit les apprêts d'un spinozisme ébauché, soit les séquelles d'un spinozisme caché. Ainsi Descartes est le père du spinozisme, parce qu'il croit à l'existence d'une étendue inerte et passive. Les occasionalistes sont spinozistes sans le vouloir, dans la mesure où ils retirent aux choses toute action et tout principe d'agir. Cette critique d'un spinozisme généralisé est habile, mais il n'est pas sûr que Leibniz lui-même y ait cru. Sinon, pourquoi aurait-il tant admiré la théorie spinoziste de l'action et de la passion dans le mode ? Il est clair en tout cas que tout dément cette interprétation dans l'œuvre de Spinoza. Spinoza rappelle constamment qu'on ne peut pas, sans les dénaturer, confondre les modes avec des êtres de raison ou avec des auxiliaires de l'imagination. Quand il parle des modifications, il cherche des principes spécifiquement modaux, soit pour conclure de l'unité de la substance à l'unité ontologique des modes, qui diffèrent par l'attribut, soit pour conclure de l'unité de la substance à l'unité systématique des modes contenus dans un seul et même attribut. Et surtout, l'idée même de mode n'est jamais un moyen de retirer toute puissance propre à la créature.
Au contraire, selon Spinoza, c'est le seul moyen de montrer comment les choses participent à la puissance de Dieu, c'est-à-dire sont des parties de la puissance divine, mais des parties singulières, des quantités intensives ou des degrés irréductibles. Comme dit Spinoza, la puissance de l'homme est une partie de la puissance ou de l'essence de Dieu, mais seulement en tant que l'essence de Dieu s'explique elle-même par l'essence de l'homme. En fait, Leibniz et Spinoza ont un projet commun. Leur philosophie constitue les deux aspects d'un mouvement naturalisme. Ce naturalisme est le vrai sens de la réaction anti-cartésienne. Dans des pages très belles, Ferdinand Alquier a montré comment Descartes avait dominé la première moitié du XVIIe siècle en poussant jusqu'au bout l'entreprise d'une science mathématique et mécanicienne. Le premier effet de celle-ci était de dévaloriser la nature en lui retirant toute virtualité ou potentialité, tout pouvoir immanent, tout être inhérent. La métaphysique cartésienne complète la même entreprise parce qu'elle cherche l'être hors de la nature dans un sujet qui l'a pensé, dans un Dieu qui l'a créé. Dans la réaction anti-cartésienne, au contraire, il s'agit de restaurer les droits d'une nature douée de force ou de puissance, mais aussi il s'agit de conserver l'acquis du mécanisme cartésien. Toute puissance est actuelle et en acte. Les puissances de la nature ne sont plus des virtualités faisant appel à des entités occultes, à des âmes ou des esprits qui les réalisent. Leibniz formule parfaitement ce programme. Contre Descartes, redonner à la nature sa force d'agir et de bâtir, mais sans retomber dans une vision païenne du monde, dans une idolâtrie de la nature. Le programme de Spinoza est tout à fait semblable à ceci près, qui ne compte pas sur le christianisme pour nous sauver de l'idolâtrie. Spinoza et Leibniz s'en prennent à Boyle comme aux représentants d'un mécanisme comptant de soi. Si Boyle voulait seulement nous apprendre que tout dans les corps se fait par figure et mouvement, la leçon serait mince, étant bien connue depuis Descartes. Mais pour tel corps, quelle figure et quel mouvement? Pour telle figure, tel mouvement, alors on verra que le mécanisme n'exclut pas l'idée d'une nature ou essence de chaque corps, mais l'exige au contraire comme la raison suffisante de telle figure, de tel mouvement, de telle proportion de mouvement et de repos. La réaction anti-cartésienne est partout recherche d'une raison suffisante pour l'infiniment parfait, raison suffisante pour le clair et le distinct, enfin raison suffisante pour le mécanisme lui-même. Le nouveau programme se réalise chez Leibniz à travers trois niveaux distincts. D'abord, tout se passe dans les corps mécaniquement, par figure et mouvement, mais les corps sont des agrégats actuellement et infiniment composés, régis par des lois. Or, le mouvement ne contient aucune marque distinctive d'un corps à un moment donné. Les figures qui constituent ne sont donc pas davantage discernables en divers moments. Ce sont les mouvements eux-mêmes qui supposent des forces de bâtir et d'agir, sans lesquelles les corps ne se distingueraient pas plus que leurs figures. Ou, si l'on préfère, ce sont les lois mécaniques elles-mêmes qui supposent une nature intime des corps qu'elles régissent, car ces lois ne seraient pas exécutables si elles conféraient aux corps une simple détermination extrinsèque et s'imposer à eux indépendamment de ce qu'ils sont. C'est en ce sens que l'effet d'une loi ne peut pas seulement être compris dans la volonté de Dieu, comme le croient les occasionalistes, mais doit l'être aussi dans le corps lui-même. Dès lors, aux agrégats comme tels, il faut attribuer des forces dérivatives. La nature inhérente aux choses ne se distingue pas de la force d'agir et de bâtir, mais la force dérivative, à son tour, ne contient pas sa propre raison. Elle est purement instantanée, bien qu'elle relie l'instant au précédent et au futur. Elle renvoie donc à une loi de série des instants qui est comme une force primitive ou essence individuelle. Simple et active, ces essences sont la source des forces dérivatives qui s'attribuent au corps. Elles forment enfin une véritable métaphysique de la nature qui n'intervient pas dans la physique mais qui correspond à cette physique elle-même. Or, chez Spinoza, la réalisation du programme naturaliste est fort analogue. Le mécanisme régit les corps existants infiniment composés, mais ce mécanisme renvoie d'abord à une théorie dynamique du pouvoir d'être affecté, puissance d'agir et de bâtir, et en dernière instance à une théorie de l'essence particulière qui s'exprime dans les variations de cette puissance d'agir et de bâtir. Chez Spinoza, comme chez Leibniz, trois niveaux se distinguent: mécanisme, force, essence.
C'est pourquoi la véritable opposition des deux philosophes ne doit pas être cherchée dans la critique très générale de Leibniz, quand il soutient que le spinozisme prive les créatures de tout pouvoir et de toute activité. Leibniz lui-même révèle les vraies raisons de son opposition, bien qu'il les relie à ce prétexte. En vérité, il s'agit de raisons pratiques portant sur le problème du mal, de la providence et de la religion, portant sur la conception pratique du rôle de la philosophie dans son ensemble. Toutefois, il est certain que ces divergences ont aussi une forme spéculative. Nous croyons que l'essentiel à cet égard concerne la notion du conatus chez Spinoza et chez Leibniz. Suivant Leibniz, conatus a deux sens. Physiquement, il désigne la tendance d'un corps au mouvement, métaphysiquement, la tendance d'une essence à l'existence. Il ne peut en être ainsi chez Spinoza. Les essences de mode ne sont pas des possibles, elles ne manquent de rien, elles sont tout ce qu'elles sont, mais quand les modes correspondants n'existent pas, elles n'enveloppent donc aucune tendance à passer à l'existence. Le conatus, c'est bien l'essence du mode, ou degré de puissance, mais une fois que le mode a commencé d'exister, un mode vient à exister quand des parties extensives sont déterminées du dehors à entrer sous le rapport qui le caractérise. Alors et alors seulement son essence elle-même est déterminée comme conatus. Le conatus chez Spinoza n'est donc que l'effort de persévérer dans l'existence. Une fois celle-ci donnée, il désigne la fonction existentielle de l'essence, c'est-à-dire l'affirmation de l'essence dans l'existence du mode. C'est pourquoi, si nous considérons un corps existant, le conatus ne peut pas davantage être une tendance au mouvement. Les corps simples sont déterminés du dehors au mouvement. Ils ne pourraient pas l'être s'ils n'étaient également déterminables au repos. Chez Spinoza se retrouve constamment la thèse antique selon laquelle le mouvement ne serait rien si le repos n'était pas quelque chose aussi. Deux modes, parce que le repos n'est pas un pur néant. Si l'on peut parler d'une tendance au mouvement selon Spinoza, c'est seulement au cas où un corps est empêché de suivre le mouvement auquel il est déterminé du dehors par d'autres corps non moins extérieurs qui contrarient cette détermination. C'est en ce sens déjà que Descartes parlait d'un conatus. Le conatus d'un corps simple ne peut être qu'un effort de conserver l'état auquel il a été déterminé. Le conatus d'un corps composé, un effort pour conserver le rapport de mouvement et de repos qui le définit, c'est-à-dire pour maintenir des parties toujours nouvelles, sous ce rapport qui définit son existence. Les caractères dynamiques du conatus s'enchaînent avec les caractères mécaniques. Le conatus d'un corps composé est aussi bien l'effort de maintenir ce corps apte à être affecté d'un grand nombre de façons. Or, comme les affections passives remplissent à leur manière notre pouvoir d'être affectés, nous nous efforçons de persévérer dans l'existence, non seulement en tant que nous sommes supposés avoir des idées adéquates et des sentiments actifs, mais en tant que nous avons des idées inadéquates et que nous éprouvons des passions. Le conatus d'un mode existant n'est donc pas séparable des affections que le mode éprouve à chaque instant. Deux conséquences s'ensuivent. Une affection, quelle qu'elle soit, est dite déterminée le conatus ou l'essence. Le conatus en tant que déterminé par une affection ou un sentiment qui nous est actuellement donné s'appelle désir. Comme tel, il s'accompagne nécessairement de conscience. Spinoza avait simplement défini le désir comme le conatus ou l'appétit avec conscience de soi. C'était une définition nominale. Au contraire, lorsqu'il montre que le conatus est nécessairement déterminé par une affection dont nous avons l'idée, même inadéquate, il donne une définition réelle impliquant la cause de la conscience. À la liaison des sentiments avec les idées, nous devons joindre une nouvelle liaison des désirs avec les sentiments. Tant que notre pouvoir d'être affecté reste rempli par des affections passives, le conatus est déterminé par des passions où, comme dit Spinoza, nos désirs eux-mêmes naissent de passions. Mais même dans ce cas, notre puissance d'agir est mise en jeu. En effet, l'on doit distinguer ce qui nous détermine et ce à quoi nous sommes déterminés. Une affection passive étant donnée, elle nous détermine à faire ceci ou cela, à penser à ceci ou à cela, par quoi nous nous efforçons de conserver notre rapport ou de maintenir notre pouvoir. Tantôt nous nous efforçons d'écarter une affection qui ne nous convient pas, tantôt de retenir une affection qui nous convient, et toujours avec un désir d'autant plus grand que l'affection même est grande.
Mais ce à quoi nous sommes ainsi déterminés s'explique par notre nature, notre essence et renvoie à notre puissance d'agir. Il est vrai que l'affection passive témoigne de notre impuissance et nous sépare de ce que nous pouvons, mais il est vrai aussi qu'elle enveloppe un degré si bas soit-il de notre puissance d'agir. Si nous sommes en quelque sorte séparés de ce que nous pouvons, c'est parce que notre puissance d'agir est immobilisée, fixée, déterminée à investir l'affection passive. Mais en ce sens, le conatus est toujours identique à la puissance d'agir elle-même. Les variations du conatus en tant qu'il est déterminé par telle ou telle affection sont les variations dynamiques de notre puissance d'agir. Quelle est la vraie différence entre Leibniz et Spinoza, d'où découlent aussi toutes les oppositions pratiques? Chez Spinoza, non moins que chez Leibniz, l'idée d'une nature expressive est à la base du nouveau naturalisme. Chez Spinoza, non moins que chez Leibniz, l'expression dans la nature signifie que le mécanisme est dépassé de deux façons. Le mécanisme renvoie d'une part à un dynamisme du pouvoir d'être affecté, défini par les variations d'une puissance d'agir et de pâtir, d'autre part à la position d'essence singulière définie comme des degrés de puissance. Mais les deux philosophes ne procèdent pas du tout de la même manière. Si Leibniz reconnaît aux choses une force inhérente et propre, c'est en faisant des essences individuelles autant de substances. Au contraire, chez Spinoza, c'est en définissant les essences particulières comme des essences de mode, et plus généralement en faisant des choses, même les modes d'une substance unique. Mais cette différence reste imprécise. En vérité, chez Leibniz, le mécanisme renvoie à ce qui le dépasse, comme aux exigences d'une finalité qui reste en partie transcendante. Si les essences sont déterminées comme substances, si elles ne sont pas séparables d'une tendance à passer à l'existence, c'est parce qu'elles sont prises dans un ordre de finalité en fonction duquel elles sont choisies par Dieu, ou même sont simplement soumises à ce choix. Et la finalité qui préside ainsi à la constitution du monde se retrouve dans le détail de ce monde. Les forces dérivatives témoignent d'une harmonie analogue en vertu de laquelle le mode est le meilleur jusque dans ses parties elles-mêmes. Le monde est le meilleur jusque dans ses parties elles-mêmes. Et non seulement il y a des principes de finalité qui régissent les substances et les forces dérivatives, mais il y a un accord final entre le mécanisme lui-même et la finalité. Dès lors, la nature expressive chez Leibniz est une nature dont les différents niveaux se hiérarchisent, s'harmonisent et surtout symbolisent entre eux. L'expression suivant Leibniz ne sera jamais séparée d'une symbolisation dont le principe est toujours la finalité ou l'accord final. Chez Spinoza, le mécanisme renvoie à ce qui le dépasse, mais comme aux exigences d'une causalité pure absolument immanente. Seule la causalité nous fait penser l'existence, elle suffit à nous la faire penser. Du point de vue de la causalité immanente, les modes ne sont pas des apparences dénuées de force et d'essence. Spinoza compte sur cette causalité bien comprise pour doter les choses d'une force ou puissance propre qui leur revient précisément en tant qu'elles sont des modes. À la différence de Leibniz, le dynamisme de l'essentialisme de Spinoza exclut délibérément toute finalité. La théorie spinoziste du conatus n'a pas d'autre fonction, montrer ce qu'est le dynamisme en lui retirant toute signification finaliste. Si la nature est expressive, ce n'est pas au sens où ces différents niveaux symboliseraient les uns avec les autres. Signes, symboles, harmonie sont exclus des vraies puissances de la nature. La triade complète du mode se présente ainsi. Une essence de mode s'exprime dans un rapport caractéristique. Ce rapport exprime un pouvoir d'être affecté. Ce pouvoir est rempli par des affections variables, comme ce rapport effectué par des parties qui se renouvellent. Entre ces différents niveaux de l'expression, on ne trouvera nulle correspondance finale, nulle harmonie morale. On ne trouvera que l'enchaînement nécessaire des différents effets d'une cause immanente. Aussi bien chez Spinoza n'y a-t-il pas une métaphysique des essences, une dynamique des forces, une mécanique des phénomènes. Tout est physique dans la nature, physique de la quantité intensive qui correspond aux essences de mode, physique de la quantité extensive, c'est-à-dire mécanisme par lequel les modes eux-mêmes passe à l'existence, physique de la force, c'est-à-dire dynamisme d'après lequel l'essence s'affirme dans l'existence, épousant les variations de la puissance d'agir. Les attributs s'expliquent dans les modes existants. Les essences de mode elles-mêmes contenues dans les attributs s'expliquent dans des rapports, des pouvoirs. Ces rapports sont effectués par des parties, ces pouvoirs, par des affections qui les expliquent à leur tour.
L'expression dans la nature n'est jamais une symbolisation finale, mais toujours et partout une explication causale. Chapitre 15. Les trois ordres et le problème du mal. Un attribut s'exprime de trois façons. Il s'exprime dans sa nature absolue, mode infini immédiat. Il s'exprime en tant que modifié, mode infini médiat. Il s'exprime d'une manière certaine et déterminée, mode infini existant. Spinoza cite lui-même les deux modes infinis de l'étendue, le mouvement et le repos, la figure de l'univers entier. Quelle en est la signification ? Nous savons que les rapports de mouvement et de repos doivent eux-mêmes être considérés de deux façons, en tant qu'ils expriment éternellement des essences de mode, en tant qu'ils subsument temporairement des parties extensives. Du premier point de vue, le mouvement et le repos ne comprennent pas tous les rapports sans contenir aussi toutes les essences telles qu'elles sont dans l'attribut. C'est pourquoi Spinoza, dans le court traité, affirme que le mouvement et le repos comprennent les essences mêmes de choses qui n'existent pas. Toutes les essences de choses que nous voyons qui auparavant, quand elles n'existaient pas, étaient comprises dans l'étendue, le mouvement et le repos. Plus nettement encore, il soutient que le mouvement affecte l'étendue avant qu'elle n'ait des parties modales extrinsèques pour admettre que le mouvement est bien dans le tout infini. Il suffit de se rappeler qu'il n'y a pas de mouvement seul, mais à la fois du mouvement et du repos. Mais, objectez-vous, s'il y a du mouvement dans la matière, ce mouvement doit être dans une partie de la matière, non dans le tout, puisque le tout est infini. Dans quelle direction, en effet, pourrait-il se mouvoir, puisque rien n'existe en dehors de lui? C'est donc dans une partie, répondons, il n'y a pas de mouvement seul, mais à la fois du mouvement et du repos, et ce mouvement est dans le tout. Ce rappel est platonicien. Les néo-platoniciens insistaient souvent sur l'immanence simultanée du mouvement et du repos, sans laquelle le mouvement lui-même serait impensable dans le tout. Du second point de vue, les divers rapports groupent des ensembles infinis variables de parties extensives, et ils déterminent alors les conditions sous lesquelles les modes passent à l'existence. Chaque rapport effectué constitue la forme de l'individu existant. Or, il n'y a pas de rapport qui ne se compose dans un autre pour former sous un troisième rapport un individu de degré supérieur. À l'infini, si bien que l'univers tout entier est un seul individu existant défini par la proportion totale du mouvement et du repos, comprenant tous les rapports qui se composent à l'infini, subsumant l'ensemble de tous les ensembles, tous les rapports, sous tous les rapports. Cet individu, d'après sa forme, est le faciès osius universi qui demeure toujours le même, bien qu'il change à une infinité de manières. Tous les rapports se composent à l'infini pour former ce faciès, mais ils ne se composent suivant des lois qui leur sont propres, lois contenues dans le mode infini média. C'est dire que les rapports ne se composent pas n'importe comment, n'importe quel rapport ne se compose pas avec n'importe quel autre. En ce sens, les lois de composition dont nous avons paru précédemment être aussi des lois de décomposition. Et quand Spinoza dit que le faciès demeure le même en changeant d'une infinité de manières, il ne fait pas seulement allusion aux compositions de rapports, mais à leur destruction ou décomposition. Toutefois, ces décompositions, pas plus que les compositions, n'affectent la vérité éternelle des rapports. Un rapport est composé quand il commence à subsumer des parties. Il se décompose quand il cesse d'être ainsi effectué. En effet, les parties qui entrent sous un rapport existaient auparavant sous d'autres rapports. Il a fallu que ces rapports se composent pour que les parties qu'ils subsumaient eux-mêmes soient soumises au nouveau rapport. Celui-ci, en ce sens, est donc composé. Inversement, il se décompose quand il perd ces parties qui entrent nécessairement dans d'autres rapports. Décomposer, détruire signifie donc seulement deux rapports ne se composant pas directement. Les parties subsumées par l'une déterminent conformément à une loi les parties de l'autre à entrer sous un nouveau rapport qui, lui, se compose avec le premier. Nous voyons que d'une certaine manière, tout est composition dans l'ordre des rapports, tout est composition dans la nature. Quand le poison décompose le sang, c'est seulement d'après la loi qui détermine les parties du sang à entrer sous un rapport qui le compose avec celui du poison. La décomposition n'est que l'envers d'une composition, mais la question se pose toujours, pourquoi cet envers? Pourquoi les lois de composition s'exercent-elles aussi comme des lois de destruction? La réponse doit être, c'est parce que les corps existants ne se rencontrent pas dans l'ordre où leurs rapports se composent. Dans toute rencontre, il y a composition de rapports,
Mais les rapports qui se composent ne sont pas nécessairement ceux des rapports qui se rencontrent. Les rapports se composent suivant des lois, mais les corps existants étant eux-mêmes composés de parties extensives, se rencontrent de proche en proche. Les parties d'un des corps peuvent donc être déterminées à prendre un nouveau rapport exigé par la loi en perdant celui sur lequel elles appartenaient à ce corps. Si nous considérons l'ordre des rapports en lui-même, nous voyons que c'est un pur ordre de composition. S'il détermine aussi des destructions, c'est parce que les corps se rencontrent suivant un ordre qui n'est pas celui des rapports, d'où la complexité de la notion spinoziste, ordre de la nature. Dans un mode existant, nous devions distinguer trois choses: l'essence comme degré de puissance, les rapports dans lesquels elle s'exprime, les parties extensives subsumées sous ce rapport. À chacun de ces niveaux correspond un ordre de la nature. En premier lieu, il y a un ordre des essences déterminé par les degrés de puissance. Cet ordre est un ordre de convenance totale. Chaque essence convient avec toutes les autres, toutes les essences étant comprises dans la production de chacune. Elles sont éternelles et l'une ne pourrait pas périr sans que les autres ne périssent aussi. L'ordre des rapports est fort différent, c'est un ordre de composition suivant des lois. Il détermine les conditions éternelles sous lesquelles les modes passent à l'existence et continuent d'exister tant qu'ils conservent la composition de leurs rapports. Tous les rapports se composent à l'infini, mais non pas tout rapport avec tout autre. Nous devons considérer en troisième lieu un ordre de rencontre. C'est un ordre de convenance et de disconvenance partielle, locale et temporaire. Les corps existants se rencontrent par leurs parties extensives, de proche en proche. Il se peut que les corps qui se rencontrent aient précisément des rapports qui se composent d'après la loi convenance, mais il se peut que les deux rapports ne se composent pas, l'un des deux corps soit déterminé à détruire le rapport de l'autre, disconvenance. Cet ordre des rencontres détermine donc effectivement le moment où un mode passe à l'existence, quand les conditions fixées par la loi sont remplies. La durée pendant laquelle il existe, le moment où il meurt, où il est détruit, Spinoza le définit à la fois comme l'ordre commun de la nature, comme l'ordre des déterminations extrinsèques et des rencontres fortuites, comme l'ordre des passions. En effet, c'est l'ordre commun, puisque tous les modes existants y sont soumis, c'est l'ordre des passions et des déterminations extrinsèques, puisqu'il détermine à chaque instant les affections que nous éprouvons, produites par les corps extérieurs que nous rencontrons. Enfin, il est dit fortuit, fortuitus au cursus, sans que Spinoza réintroduise ici la moindre contingence. L'ordre des rencontres pour son compte est parfaitement déterminé. Sa nécessité est celle des parties extensives et de leur détermination externe à l'infini. Mais il est fortuit par rapport à l'ordre des rapports, pas plus que les essences ne déterminent les lois d'après lesquelles leurs rapports se composent. Les lois de composition ne déterminent elles-mêmes les corps qui se rencontrent et la manière dont ils se rencontrent. L'existence de ce troisième ordre pose toutes sortes de problèmes chez Spinoza, car pris dans son ensemble, il coïncide avec l'ordre des rapports. Si l'on considère l'ensemble infini des rencontres dans la durée infinie de l'univers, chaque rencontre entraîne une composition de rapports et tous les rapports se composent avec toutes les rencontres. Mais les deux ordres ne coïncident nullement dans le détail. Si nous considérons un corps ayant un tel rapport précis, il rencontre nécessairement des corps dont le rapport ne se compose pas avec le sien et finira toujours par en rencontrer un dont le rapport détruira le sien. Ainsi, il n'y a pas de mort qui ne soit brutale, violente et fortuite, mais précisément parce qu'elle est entièrement nécessaire dans cet ordre des rencontres.